Bonjour, chères Gatinoises, chers Gatinois. C'est Olive Kamagnana, votre conseillère municipale du district Carrefour de l'Hôpital. Je vous invite encore une fois à ce podcast numéro 7 où on va encore une fois rencontrer nos collègues acteurs du milieu pour bavarder avec nous sur le centre-ville. Je crois fortement au rôle que joue un centre-ville pour une grande ville comme Gatineau. Certains scientifiques définissent le centre-ville comme un noyau de la cité. C'est un lieu spatial qui a une capacité unificatrice et intégratrice pour les secteurs qui l'entourent. Gatineau est la quatrième ville en importance au Québec, après Montréal, Québec et Laval. Gatineau est la ville la plus importante de la région administrative de l'Outaouais. Gatineau forme avec Ottawa la région de la capitale nationale du Canada. Ottawa-Gatineau est la quatrième agglomération du Canada après Toronto, Montréal et Vancouver. Depuis la fusion des années 2000, les Gatinois et Gatinoises cherchent encore à s'émerveiller devant notre centre-ville. Situé à Hall, les résidents et la population des quatre coins de Gatineau veulent s'approprier de leur centre-ville. L'article récent du droit indiquait que tout juste 55% des Gatinois sont en mesure d'identifier correctement son emplacement sur le territoire de la ville et que seulement 20% des répondants fréquentent le centre-ville à raison d'au moins une fois par semaine. Surtout, seulement 21% des répondants lui accordent une valeur historique. Mais qu'est-ce que ça prend pour s'en émerveiller? Comme j'ai dit tantôt, on a deux invités que vous connaissez déjà, que vous avez déjà côtoyés sur notre territoire. On a M. Benoît Delage et Mme Sophie Lamotte. Bonjour, M. Delage et Mme Lamotte. Bonjour. Alors, M. Benoît Delage est directeur général du Conseil régional de l'environnement et du développement durable de l'Outaouais. Grandement impliqué dans la communauté et convaincu du pouvoir collectif, M. Delage développe avec les partenaires du milieu des projets structurants pour l'Outaouais dans une perspective de développement durable. Il s'agit des projets qui apportent des solutions à la gestion des matières résiduelles, par exemple la lutte et l'adaptation au changement climatique, le développement durable, la conservation de la biodiversité et le développement d'une économie verte. Ça, c'est juste une liste de ce que le Credo fait. Sophie Lamotte est architecte. Elle est associée chez A4 Architecture. Avec une vision basée sur le développement durable, Sophie Lamotte vise à créer des édifices attrayants, abordables et confortables qui ne nuisent pas à l'environnement, que ce soit pendant leur construction ou leur durée utile. En créant une ville durable, Sophie Lamotte tient compte aux aspects économiques, environnementaux et sociaux à travers des projets d'aménagement urbain qui mobilisent différents leviers pour concevoir un habitat durable. Encore une fois, merci d'avoir accepté d'être avec nous dans ce podcast. Merci pour l'invitation. Alors, j'ai dit un petit peu ce que vous faites, qui vous êtes, mais vous avez maintenant le temps de pouvoir vous adresser à la population et parler de vous avant qu'on passe aux questions qui sont les questions centrées sur le centre-ville. Ce que je pourrais ajouter pour ma part, c'est depuis 2022, chez A4 Architecture, on a créé le Lab A4, qui est notre département de recherche et développement. Donc, aujourd'hui, ensemble, je vais aussi beaucoup prendre cette position-là de représentante du Lab A4, étant donné que notre participation, notre dialogue dans la communauté de l'Outaouais et de Gatineau se fait beaucoup par ce département-là. Oh, fantastique. On va retenir ça. Monsieur Delage? Bien, le Credo, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Oui, c'est beaucoup de projets, mais c'est beaucoup de gens aussi qui nous appuient là-dedans, que ce soit le conseil d'administration. Aujourd'hui, c'est Guillaume Lamoureux, le maire de La Pêche, qui est notre président. Dans le passé, ça a été votre collègue, Oui. Marc Bureau, qui a été président pendant 8 ans. Oh. Nous avons un très beau conseil d'administration, mais une belle équipe aussi. 17 personnes. Vous avez nommé plusieurs angles dans lesquels le Credo est interpellé. Bien, ça prend une armée de personnes. Une petite armée. 17 personnes qui travaillent sur... ils ont à peu près au moins 2 ou 3 projets chacun. On a environ pas loin d'une 50aine de projets en cours ou en élaboration. Les choses vont vite.
Les moyens pour y arriver sont de plus en plus présents. C'est une bien. époque qui est comme très encourageante en termes de projets pour ceux qui sont prêts à les voir. Fantastique. D'ailleurs, je pense que dans mon district aussi, on a un corridor vert qu'on voudrait protéger, conserver et rentabiliser, utiliser. On aimerait vraiment votre partenariat. Et c'est comme ça, un petit pas ici, un petit pas là-bas, et ça forme de grands pas. Et la transition climatique doit se faire de façon rigoureuse et sérieuse. Ouais. Donc, merci beaucoup. Alors, allons-y par rapport à notre sujet. Je terminais la question tantôt en disant qu'est-ce que ça prend pour que les citoyens des 5 coins de Gatineau s'émerveillent devant notre centre-ville? Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça prend? Vous avez entendu les statistiques, là. Oui. Moi, j'irais d'abord par la connectivité. Je crois qu'on a des beaux morceaux dans le centre-ville, comme la rivière des Outaouais, le musée de l'histoire, on a la ruelle Aubry, la rue Laval. Il y a aussi le projet de revitalisation du réseau de la brasserie qui s'en vient bientôt par la CCN. On a le développement d'Zibi qui grandit et qui attire aussi beaucoup de visiteurs. Mais la connectivité entre tous ces secteurs-là, ou tous ces points-là du centre-ville, selon moi, n'est pas efficace ou est même des fois absente. Je pense que mentalement, les gens ne s'imaginent pas comment se rendre d'un point à l'autre sans la voiture. C'est pas agréable d'être un piéton parfois sur les trottoirs très étroits ou traverser le boulevard de Maisonneuve ou d'aller de Zibi à la rue Laval, traverser Laurier comme ça, grosse intersection où c'est très long. C'est vraiment inhospitalier pour les piétons, les cyclistes. Selon moi, on va faire un très grand bout de chemin pour la connectivité et l'agréabilité de notre centre-ville, simplement en connectant ces points-là et en rendant sécuritaire et agréable là, tout le parcours. OK, donc la connectivité physique. Oui, pour les piétons et les cyclistes. Pour les piétons et les cyclistes. Le centre-ville doit ne pas... On doit penser au centre-ville, pas seulement pour la voiture. Je pense que la voiture au centre-ville a trop de place. Et pour rendre un centre-ville agréable, on doit réduire la présence de la voiture. Je sais que ce n'est pas un sujet que plusieurs personnes aiment aborder parce que les gens sont très attachés à leur voiture, à ce mode de transport-là, surtout dans une grande ville comme Gatineau où on est très étalé, on est très loin, Buckingham-Elmer, c'est très grand. Tout à fait. Mais quand on arrive au centre-ville, ensuite, se déplacer à travers le centre-ville, il faut pouvoir le faire à pied. Et même pouvoir y arriver en autobus dans le meilleur des mondes. Ça, c'est fantastique. Merci beaucoup, M. Delage. Dans la même lignée, j'ai l'impression que marcher dans le centre-ville, il y a tout le temps une brisure là, dans le paysage, dans la ligne de désir. Le désir de marcher d'une place à l'autre, tu te dis, mais non, je ne prendrai pas mon auto, ben trop agréable. Il y a quelque chose à voir, il y a quelque chose de s'imprégner, je veux passer par telle place publique, par tel endroit, parce que il y a quelque chose qui l'interpelle à le faire. Là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de ces cicatrices d'un aménagement qui était tout à la voiture, qui nous empêche de sentir là, cet appel-là à marcher. Et ça se passe beaucoup dans les entrées du centre-ville. Quand tu arrives du secteur Gatineau, le viaduc, mon Dieu, là, tu veux mourir, tu passes par là. Rentrer par le secteur Hall aussi, tu sais, Allumetière. Il y a tout un endroit où c'est désagréable. Que juste d'entrer sur l'île de Hall, dans le secteur, il y a quelque chose qui n'a pas été considéré pour les êtres humains. OK. Mais seulement pour la voiture. Pas pour les êtres humains. Je pensais aussi aux chevaux, là, dans le temps. Mais, Mais c'est très intéressant, la façon qu'on commence la vision centre-ville, sérieusement, parce que, je le dis souvent, moi, on pense au centre-ville de façon fermée. Pourtant, quand on s'y mettra à penser au centre-ville de façon ouverte, c'est là où on va justement penser aussi que le centre-ville dessert ce que j'appelle les villages urbains, ce qu'on appelle les villages urbains, c'est-à-dire Buckingham, les anciennes, disons-les, les anciennes villes ou les artères des anciennes villes. C'est justement aussi ça, parce que les gens partent de là pour entrer au centre-ville. Alors, comment est-ce qu'on fait ces connectivités-là pour s'assurer que ça intéresse les gens à venir?
parce que, justement, ils ont quelque chose à faire. Ils vont d'un point à un autre et l'entrée est facile et c'est bien identifié et c'est bien clair et ça donne envie, ça donne ça donne une possibilité de les inviter à y aller, mais surtout aussi à se promener là-bas. Je pense que c'est ce que vous êtes en train de dire. Exactement. Ça peut être des choses quand même simples, là, des avancées de trottoirs plus larges, ajouter de la végétation. Quand on est à une intersection, on n'est pas en train de cuire au soleil. C'est dans le mobilier urbain, c'est dans l'aménagement paysager, c'est d'avoir un peu moins de stationnement sur la rue aussi pour faciliter les traverses piétons. Il y a beaucoup de petits gestes qu'on peut faire qui peuvent augmenter l'expérience des visiteurs et des citoyens du centre-ville. Et je pense que pour moi, ça serait ça la priorité à court terme, parce que faire des petites interventions comme ça pour créer un lien à travers le centre-ville, selon moi, c'est relativement facile à faire. On ne demande pas de créer des grands projets de développement urbain. On parle vraiment de petites interventions, mais comme Benoît l'a mentionné, c'est d'éliminer ces brisures-là qu'on a entre les différents points attractifs du centre-ville. D'où la lettre qui a circulé, dont est-ce que c'est les deux organismes aussi étaient co-signataires par rapport à diminuer, à stratégiser le stationnement au centre-ville pour s'assurer que surtout, où il y a du transport en commun, où c'était planifié d'avoir le transport en commun, on change la réglementation qui exige un minimum de stationnement. Je pense que vous étiez co-signataire de cette c'est le Credo avec Mobio et les deux associations de construction, la PCHQ, la CQ. En plus, oui. C'est quelque chose, un appel vraiment intriguant là-dedans. Les groupes en environnement s'associent aux développeurs immobiliers, aux représentants des développeurs immobiliers. Puis les développeurs immobiliers portent le discours encore mieux que nous, le discours de la réduction de la dépendance à la voiture, parce que eux, ils voient là, comment ça leur coûte cher, puis ça leur empêche à leurs membres de faire lever des projets. Ça coûte cher du stationnement. Ça coûte cher lors de la construction, dans la maintenance. Il faut revoir ce paradigme-là. Puis, il faut le voir pour les occupants, mais aussi pour les visiteurs. Il est anormal que quelqu'un soit interpellé à venir travailler, faire du 9 à 5, avec l'offre de transport en commun qu'on a, qui est assez efficace pour du 9 à 5. Il est surprenant que les gens se trouvent encore une place abordable pour se stationner dans le centre-ville. Exactement. Il n'y a aucun centre-ville d'une ville. Je n'irai pas à New York et dire « Oh, il y a une offre en stationnement attrayant. » Mais non, à Paris, c'est l'enfer. Toutes les villes où on aime visiter pour marcher, ça se fait, il n'y a pas de stationnement. C'est douloureux d'avoir une voiture. C'est vers ça qu'on doit viser. Non pas pour être contre la voiture, mais pour assurer une qualité de vie des gens qui y travaillent et y habitent. Et diminuer les gaz à effet de serre, dans le sens où nous sommes tous victimes de ça. On peut se fermer les yeux ou pas, mais la réalité nous rattrape et va nous rattrape de plus en plus. Et toujours parlant de stationnement, mais qu'est-ce qui vient avant? Parce que on ne peut pas interdire, c'est ça la réponse de quelques personnes, on ne peut pas interdire un stationnement qu'on n'a pas l'offre de transport en commun. Alors, on a cette idée-là de tramway, on a cette idée-là de rendre les autobus au centre-ville disponibles, pas seulement, c'est sur tout le territoire de Gatineau, évidemment, mais là, aujourd'hui, on parle du centre-ville. Mais comment on coordonne ça? Comment on coordonne ça, cette idée-là d'empêcher le stationnement, mais en même temps, de pouvoir se déplacer. Comment les gens vont se déplacer? Comment on le fait? On parle de limiter le stationnement. Je devrais dire limiter et non empêcher. On ne l'empêchera pas complet. Il faut rassurer les gens que c'est un bon point. Ce n'est pas le paradigme d'avoir aucune voiture. Personne ne parle de ça. On parle de limiter. Donc, et déjà, il y a une différence entre le centre-ville d'Ottawa et de Gatineau. Il y a beaucoup plus de gens qui prennent le transport en commun pour aller à Ottawa parce qu'il y a moins d'opportunités de stationnement et ça coûte très cher. C'est environ, je dirais, 20-30 % plus cher. Juste l'autre barre, là. Oui.
Donc, déjà ça, donc c'est, selon moi, on a déjà beaucoup d'incitatifs pour prendre l'autobus. Et le réseau de transport en commun, il est présent. Là, c'est toujours la poule ou l'œuf. Est-ce qu'on met plus de lignes de transport en commun avant de demander aux gens de venir en autobus et de limiter le stationnement? Selon moi, on ne devrait pas attendre. Les choses vont se placer organiquement. On ne peut pas se dire qu'il faut attendre ça avant de faire telle action. Non, ayons du courage. Oui, il va y avoir de l'inconfort à un certain moment. Tout ce qui est une période d'adaptation, tout changement dans une vie, l'être humain aime son confort. Donc, on va toujours avoir de la résistance, mais selon moi, il faut avoir du courage pour affirmer et dire, OK, on prend une décision, on s'en va dans telle direction, et viendra l'augmentation du transport en commun par la suite. Il va falloir avoir des projets pour les pistes cyclables également sur un plus grand territoire. On a quelques pistes, mais encore là, une fois, la connectivité du réseau cyclable, selon moi, n'est pas optimale. Donc, tranquillement, bâtissons à rendre le réseau plus convivial pour tous les modes de transport, mais il ne faut plus attendre parce que, vous le dites, là, c'est les gaz à effet de serre, c'est la pollution. Pour tout le monde, autant la pollution pour les gens qui vivent au centre-ville où il y a beaucoup de véhicules, mais c'est pour tout le monde parce que les GES ne demeurent pas au centre-ville. Oui. Mais c'est ça. Je pense que pour moi, il n'y a pas une première action. Toutes les actions sont bonnes pour aller dans la bonne direction. Oui. Maintenant qu'on est sur, justement, le transport, on va y rester un petit peu. Le tramway qui est prévu vient aussi au centre-ville, vient surtout au centre-ville. C'est vrai qu'il part de l'ouest, mais pour moi, c'est un pôle de développement. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'on vient de dire, encore une fois, qu'est-ce qui vient avant l'œuf et la poule, du fait qu'on dit, mais non, on ne peut pas faire le tramway parce qu'il nous manque le monde, il nous manque le nombre de personnes, il nous manque ceci, cela. Moi, je me suis toujours dit, le courage gouvernemental, est-ce qu'il ne devrait pas se dire comme ça, se lire comme ça? C'est un pôle de développement, on le fait et les gens vont s'installer autour. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, j'ai un contre-exemple. Là, le Rapibus, le conseil les conseils précédents, parce que c'était certainement pas vous. Non, non. on a manqué un peu de vision. Autour du Rapibus, il y a eu des bâtiments qui se sont installés qui ne répondent pas là, autour à la densification qui doit avoir lieu. Là. Concessionnaire automobile autour d'un Rapibus, pas très bon. Un hôtel pour touristes, pas sûr que c'était la bonne chose. Il y a des choses comme ça qui ont été faites dans les derniers conseils où la vision où on doit s'imposer avec une vision axée sur le transport en commun, ben ça doit se faire. Là, aujourd'hui, c'est les promoteurs qui demandent justement une cohérence au conseil, puis le courage. C'est pas juste des illuminés comme nous, c'est des gens qui ont à cœur l'enjeu économique de pouvoir lever des projets le plus rapidement possible à des coûts qui sont plus abordables. Il y a cette perspective-là qu'il faut avoir. La voiture, je retombe sur le discours de l'importance du stationnement. Un stationnement souterrain par unité, c'est de 40 000 à 100 000 par unité. Absolument. Construire un stationnement souterrain. Absolument. Plus les frais de gestion. Aux 5 ans, il y a un ingénieur qui doit venir certifier que ton stationnement est réglementaire. Plus, ben là, on envoie le signal comme quoi il te faut une voiture. Une voiture, c'est 15 000 par année, une voiture avec tous les coûts inclus. Alors, pour quelqu'un qui cherche à avoir une première habitation, on est en train de lui dire que les frais de stationnement, 100 000 pour l'acquisition, plus la voiture, 15 000 tu n'y arrives plus. Comment les jeunes peuvent y arriver? C'est pas une vie, ça s'appelle de l'esclavagisme, c'est une dépendance à la voiture. Bon, j'en mets un peu trop d'émotion, mais pas du tout. Non, je pense pas que c'est trop. À un moment donné, il faut sortir de ça. Le courage, la folie, ça serait de continuer de perpétuer ce modèle économique-là. Le courage, c'est de proposer autre chose aux gens qui... Puis, il y a une contrainte qui peut venir avec ça, mais il y a des solutions. On a parlé de transport en commun, mais les voitures en partage, transport actif. On nous dit qu'on ne marche pas assez. Il faut amener les gens à marcher, aller faire la commission autour. Bref, il doit y avoir un moment où dire
OK, dorénavant. Dorénavant, on va tous faire dans la bonne direction. Ça ne sera pas parfait, mais on va suivre. Exactement. On ne peut pas inviter les gens au centre-ville en leur demandant d'amener leur voiture si, justement, d'ailleurs, même pour le moment, il y en a trop de stationnement, mais pour le moment, si ce n'était pas l'affaire du télétravail qu'on a maintenant, il n'y en aurait pas assez de stationnement de toute façon. Donc, c'est vraiment le mode à adopter. Pour notre centre-ville, pour que les gens puissent venir au centre-ville, transformons la formule et plutôt transformons tout ce qui est possible d'avoir en termes de stationnement en logement et en logements qui sont durables. Parlant de création de logements, justement, là, alors, vous savez, avec la COVID, les bâtiments qu'on a au centre-ville qui sont disponibles, des bâtiments du gouvernement fédéral et la désertification qui s'oppasse de plus en plus avec la fermeture des restaurants. Il nous en reste quand même la rue Laval qui est animée. Mais quand même, ça reste que c'est un enjeu. Comment le voyez-vous, vous qui parlez toujours et avec aisance et que j'admire du développement durable? Qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'on doit faire avec ces bâtiments-là en relation avec la dynamisation du centre-ville? Mais le plus écologique, c'est ne pas démolir les bâtiments. Parce que le construire, on ne peut pas se le cacher, le développement immobilier, c'est une des industries les plus polluantes. Donc, à cause de autant du carbone dans les matériaux que le transport pour ces matériaux, pour ensuite faire fonctionner les bâtiments, etc. Donc, d'avoir des bâtiments existants comme des anciennes tours à bureaux qu'on peut transformer ensuite pour d'autres usages, par exemple au niveau résidentiel, des logements, ben c'est excellent. Là. Il y a beaucoup de villes à travers le monde qui prennent cette approche-là et je pense bien que ça va être le cas de Gatineau, en tout cas je l'espère. Au niveau, comme je le mentionnais en introduction, au niveau du Lab A4, nous, c'est notre prochain projet d'étude de repenser les tours de portage 1 et 2. Donc, on fait ça de façon bénévole. C'est ce que j'allais demander. Avez-vous reçu un contrat? Non, exactement. On le fait de façon bénévole pour montrer le potentiel et exiger qu'on discute de ça dans notre dialogue de société. Et les potentiels est grand, là. Donc, mais il faut, comme ça n'a pas été des bâtiments conçus pour l'habitation. Il faut avoir une certaine ouverture et une souplesse, autant dans la réglementation municipale qu'au niveau du gouvernement fédéral quand il sera prêt à se départir des bâtiments pour encourager, faciliter les bâtiments, la transformation de ces bâtiments-là. Je pense aussi à la fonderie. La fonderie, c'est un grand bâtiment dans lequel on n'a pas, dans ma connaissance, de fonction pour la suite depuis qu'on a mis une pause ou voire un arrêt sur les activités sportives, récréatives. Mais il ne faut certainement pas le démolir. Il faut le reconvertir, lui donner un nouvel usage, autant pour sa présence patrimoniale, mais le fait il ne faut pas démolir nos bâtiments qui sont relativement en bon état, dans lesquels on peut investir pour la transformation parce qu'on vient vraiment économiser énormément de GES dans la récupération puis la transformation de nos bâtiments existants. Pour continuer, M. Delage, je vais quand même lancer notre collègue Sophie Lamotte au défi. J'ai entendu de nos milieux, quand même politiques aussi, qu'il serait très, très, très difficile de transformer les bâtiments portage en logement parce que c'est extrêmement coûteux. Et que ça a été démontré que c'est quasiment inutile, je vais utiliser le mot, c'est pas le mot qu'ils ont utilisé, quasiment inutile de faire ça, que c'est plus productif ou à cost-benefit, comme on dit en bon français, l'avantage-coût, ça a un meilleur avantage-coût en les détruisant puis en construisant. J'ai vraiment entendu ça. Je suis pas en train de formuler des mots qui me viennent de ma tête. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai entendu la même chose. Oh, bon, OK. Oui, je pensais... Mais je pense que c'est une question de perspective, de jouer avec les chiffres. Comme je le mentionnais, je crois que cet argument-là, ou cette conclusion-là serait vraie si on impose les mêmes règles de développement, les mêmes exigences au niveau du règlement de zonage. Les études que j'ai lues, c'est vraiment, il faut avoir de la flexibilité
OK. Donc, c'est ça qui va faire que les projets vont pouvoir se transformer. On est capable de rénover Portage pour faire des bureaux, alors pourquoi pas le faire pour du logement? Il y a des différences, certainement, dans l'aménagement et dans les systèmes mécaniques électriques, mais à la base, la quantité de béton qu'on a, on vient dénuder la structure et on vient la reconvertir. Il y a plus qu'une conclusion possible. Je ne dis pas que c'est complètement farfelu. Ou que qu'ils ont... que c'est facile de le faire. Non, exact, il n'y a jamais rien facile à faire. Mais il faut une collaboration de tout le monde. Donc, autant, c'est certain que si le propriétaire du bâtiment le vend trop cher, ben, ça va être difficile de récupérer ces coûts-là de départ. Mais s'il y a vraiment un travail d'équipe avec toutes les parties, le gouvernement fédéral, la ville, le promoteur, la communauté également. Il faut que la communauté soit impliquée dans la conversation pour aussi ouvrir ses horizons sur la transformation de ces lieux-là. Donc, je pense que c'est vraiment une collaboration de tout le monde pour que ça soit un succès. Mais c'est... Donc, ouvrons nos horizons et prenons le temps de parler ensemble. Et voilà à quoi ça sert ce podcast, et c'est vraiment d'écouter tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Delage? Bien, sur le réaménagement des bâtiments comme tel, plus ou moins, parce qu'il faut être architecte pour avoir une idée basée. Mais moi, j'ai une autre perspective sur le développement du centre-ville. C'est une perspective sur l'énergie. Oui. On a le ZIBI, qui est une innovation en soi, puis un modèle international qui est vraiment assez fascinant. Eux, l'une des spécificités de ce projet-là, c'est la récupération de chaleur de Kruger, l'entreprise de pâte et papier qui est dans notre centre-ville. Oui. Mais ce potentiel-là énergétique n'est pas complètement pris. En fait, il y a encore assez d'énergie résiduelle qui pourrait chauffer beaucoup, mais une grande, je dirais, regarde, je m'avance, une majorité des institutions du centre-ville en termes de chaleur résiduelle. Ah, OK. Aujourd'hui, de gaspiller, d'envoyer cette énergie-là dans les airs et de ne pas l'optimiser comme c'est fait, c'est du délire. Ouais. Dans une perspective où il nous manque de l'énergie, c'est du délire. Dans une perspective où le gouvernement fédéral vient de se doter d'une centrale énergétique pour chauffer des bâtiments de l'autre côté de la rivière, à partir de notre électricité, c'est du délire. Il y a quelque chose qui doit être fait pour l'optimisation énergétique. Oui. Le potentiel, que ce soit Kruger, mais d'autres entreprises dans la région, est notable. On ne peut plus penser construire des quartiers, des habitations sans aller évaluer le potentiel de récupération d'énergie qui se trouve chez le voisin. On n'est plus assez riche pour ça. Absolument. Et c'est quand même intéressant aussi qu'au niveau de la ville, de l'administration de la ville, aussi des gouvernements, l'exemplarité, comme on dit, on parle beaucoup d'investisseurs privés. On ne parle jamais des pouvoirs publics et on commence d'ailleurs à en discuter autour de la table. On ne sait pas dans quelle mesure on optimise nos bâtiments, parce qu'on a aussi des bâtiments. Alors, vous venez de parler du fédéral, mais on a aussi des bâtiments. Comment est-ce qu'on fait pour rendre nos bâtiments carboneutres, même ceux qui existent déjà? Quelle formule on utilise? Vous venez de donner un exemple. Est-ce qu'il y a une opportunité? Est-ce que Kruger, qui n'est pas loin, serait une opportunité, par exemple? Ah, ça l'est. Ça l'est. Mais c'est pas comme si on développait une technologie pour aller sur la Lune. C'est assez simple à faire. La complexité, c'est de la concertation pour y arriver. C'est de travailler dans le même sens, sous une perspective avec une vision. Puis c'est cette vision-là, puisqu'on ne l'était vraiment jamais fait imposer dans le passé, l'énergie n'était pas un enjeu. Mais si on veut assurer le développement, oui, du centre-ville, mais l'ensemble de notre région, il faut qu'on ait maintenant comme mieux penser notre consommation d'énergie parce que c'est tout notre développement social et économique qui en va en dépendre. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Oui. La transformation des bâtiments, bien, on ne les fera pas tous en même temps, mais quand on a des grands projets de rénovation dans un bâtiment, par exemple, municipal, bien, prenons le temps d'augmenter un peu l'enveloppe budgétaire pour aller réisoler les murs,
ajouter, remplacer les fenêtres pour qu'elles aient une meilleure valeur énergétique, parce que l'investissement qu'on met à court terme sur la performance des bâtiments, bien, on le récupère au niveau de la diminution énergétique qu'on a à plusieurs années. Donc, il y a toute cette vision-là aussi des projets. On parle beaucoup du coût là, comme à court terme, mais dans une planification à long terme, il faut avoir le coût d'entretien, il faut avoir aussi le coût pour le chauffage, la climatisation. Et c'est parce qu'on la dépense pareil. Oui, exactement. C'est souvent pas des chiffres qui nous sont présentés quand on évalue deux budgets ou deux options comparables. Donc, il ne faut pas négliger ça aussi, parce que si on peut... c'est prendre l'opportunité de travaux de réaménagement, de rénovation, bien, ajoutons ça. Comme on fait pour les routes, on fait des réaménagements de routes. Bien, je sais que la Ville a une politique pour la rue conviviale. Oui, tout à fait. Bien, on fait une rénovation, on transforme son aménagement pour l'inscrire dans la politique de rue conviviale. Donc, même chose pour les bâtiments. Politique carbone neutre, probablement, pour nos bâtiments. J'entends souvent entre nous trois ce mot qui revient, être visionnaire. Il y a le plan particulier d'urbanisme qui existe depuis, je crois, 2010. Et ce PPU-là, il est là. Comment trouvez-vous, puis il y a tout dans le PPU, là. Il y a même le développement durable dedans, là, mais comment pouvons-nous construire une vision autour ou en tenant compte de ça? Parce que c'est pas... Est-ce que c'est une... je vais poser la question. C'est une panacée. Est-ce qu'il y a... est-ce qu'un outil urbanistique devient finalement une vision, ou il y a une autre façon de l'utiliser pour le rattacher à une vision long terme pour le centre-ville? Parce que là, je nous entends comment est-ce qu'on profite de l'optimisation de l'énergie dans un horizon plus ou moins court, long terme. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que l'optimisation énergétique devienne dans nos pratiques de rénovation? Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça quand on entend tout le temps le PPU? Est-ce que ça nous aide à développer la vision ou pas? Je pense que, mon opinion personnelle, le PPU, le périmètre est très grand. La quantité d'objectifs est très vaste aussi. Donc, selon moi, on mélange beaucoup de choses sur un très grand territoire. Je pense que de venir décortiquer un peu plus les morceaux viendrait donner de la clarté pour vers où on s'en va. Parce que le PPU, ce n'est pas le seul outil qu'on peut utiliser. Il y a des plans directeurs, il y a le plan stratégique, il y a beaucoup d'outils, mais je pense dans tous les outils qu'on a déjà en place à Gatineau, il y a beaucoup de choses qui se percutent et qu'on a de la difficulté à savoir, OK, mais c'est quoi la prochaine étape? Exactement. Et dans tout, je pense, si on a moins d'objectifs, on y va vraiment à l'essentiel et on se les répète. On en a 2, on en a 3, on se répète les 2, 3 objectifs et on les a toujours de l'avant quand on entreprend un projet. Et bien là, ça va simplifier le travail de tout le monde. Donc, je pense, par exemple, le patrimoine et la densification au centre-ville. Tout à fait, oui. Bien, selon moi, c'est 2 objectifs assez contradictoires. Comment pouvons-nous protéger nos bâtiments patrimoniaux quand on a une pression de densification? Je ne dis pas que les deux n'ont pas leur place. C'est juste qu'en ce moment, les frontières de où on veut protéger le patrimoine et où on veut densifier, selon moi, c'est mélangé. C'est pas clair. Donc là, il y a de la spéculation un peu partout sur le territoire du centre-ville. Et là, on voit des projets de démolition et on voit des citoyens qui se choquent pour des bonnes raisons. Mais selon moi, il y a trop d'éléments contradictoires et on doit plus cartographier l'unicité de chaque secteur du centre-ville pour vraiment savoir vers où on va. Donc, j'ai de grands espoirs pour la révision du PPU. Parce que je pense que là, on a l'expérience d'un premier PPU. On peut savoir les bons coups, les moins bons coups pour l'améliorer le prochain. Tout à fait. On a parlé tantôt de connectivité. Justement, c'est ça qu'on est en train de dire. Il y a tellement d'outils, il y a tellement de choses, mais je pense que c'est pas seulement une connectivité physique, c'est aussi une connectivité de vision pour chaque élément, pour sortir. Parlant de ça, justement, M. Delage, parlons du plan climat. Qu'est-ce que vous pensez? Quel est l'effet du plan climat pour le centre-ville, selon vous? Et qu'est-ce que vous pensez même de ce qu'on est rendu? C'est vrai, il ne date pas de loin, là. Il date de 2021, mais ça reste qu'on est en 2024.
Alors, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait aller chercher dans ce fameux bon plan nous a été légué? Moi, je dis tout le temps que c'est la plus belle pièce que j'ai reçue depuis que je suis élue. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Quel lien faire avec le centre-ville? Plan climat. Plan climat, c'est un outil essentiel là, pour toutes les administrations pour assurer des changements. L'enjeu que je vois avec le plan climat, puis c'est le même chemin que la Ville de Montréal a connu il y a quelques années. Les autres ont, si je ne me trompe pas, à leur 3e édition de leur plan climat. Ah oui. Mais dans leur première tentative, ils ont fait beaucoup de travail, puis souvent, ça revient, puis c'est normal, dans toutes les organisations, ça revient à leur propre nombril. C'est beaucoup de travail en régie interne. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour eux, leur bâtiment, leur véhicule. Puis des fois, ça donne des affaires un peu extrêmes du genre « Oh, nous allons avoir des camions pompiers électriques. » OK. Tu sais, camion électrique, est-ce que c'est la bonne place où tu dois mettre ton argent pour ton camion? Est-ce que cet argent-là pourrait servir à une autre place où ça serait plus profitable, comme par exemple dans la collectivité? Parce que le plan climat, l'enjeu qu'on a avec qu'est-ce que je vois, de qu'est-ce qui est fait puis comment c'est entrepris, c'est ça n'a pas trouvé encore sa place dans la collectivité. Tout à fait. Ça n'a pas descendu encore. Ça n'a pas encore descendu, même pas dans l'appareil municipal. Ça n'a pas quitté les étagères. On le voit, tu sais, avec qu'est-ce qui a été dit sur l'enjeu de la décarbonation des bâtiments par l'une de vos fonctionnaires là, qui a... Mon Dieu Seigneur, oui. on vous a dit dernièrement que vos bâtiments ne suivaient pas une bonne courbe pour la décarbonation. Oh, la vérificatrice générale. Merci. Je m'excuse. Je vous suivais. J'étais en train de chercher. Oui, tout à fait. Même ça, dans l'appareil, ça a de la difficulté à trouver son chemin. Imaginez, tu sais, dans la collectivité, qu'il y a un leadership qui doit être partagé avec les gens dans la collectivité. Puis ça revient un peu au PPU. Tu sais, le PPU, là, ça ne doit pas être une job de fonctionnaire des gens dans leur bureau qui font puis là, qui consultent. Non, c'est de la concertation. Exactement. Il doit y avoir, OK, moi, là, je vais faire ça. Moi, je suis prêt à faire telle chose pour le centre-ville. D'ailleurs, pour le centre-ville, on l'a fait, nous, au Credo. Là. On a été chercher du financement, 1,5 million de $ pour verdir le centre-ville. C'est ça, exactement. À un moment donné, on est... En concertation, il faut le dire. C'était pas vous, là. Vous distribuez même des enveloppes à d'autres organismes, absolument. Oui. Mais ça, c'est un autre projet. Ah, c'est pas le même, excusez-moi. C'est le verdissement, c'est Vivre en vert, qui est de verdir les communautés vulnérables à travers Gatineau. On avait un spécifique pour l'île de Hull, puis 25 % du budget vient des entrepreneurs, des gens d'affaires qui nous ont financé cette initiative-là. Mon point est que lorsqu'on travaille ensemble et qu'on arrive à soulever une problématique, trouver une action, on arrive à avoir un engagement. Tout à fait. C'est tout le temps comme ça qu'on a travaillé. Et là, aujourd'hui, la Ville a un plan climat. Les problématiques, les enjeux ne sont pas encore clairement définis pour les gens. L'implication de la population, de la communauté d'affaires et des institutions n'est pas encore clairement envoyée. Comment on se regroupe aujourd'hui pour être un partenaire dans l'action climatique à Gatineau? Ben, la place publique là, où on doit en discuter n'est pas encore là. OK. On n'a pas encore créé un forum, et j'ose utiliser le mot forum, une place citoyenne pour nous assurer que le plan climat descende vraiment dans la communauté, dans sa mise en œuvre. Oui. OK. Puis que les gens viennent à comprendre aussi le pourquoi des actions. Le jour où on va se rendre à un camion de pompiers électrique, ben on va falloir qu'on ait fait un gros job dans la communauté, puis on a fait déjà beaucoup de projets de verdissement, d'adaptation, d'électrification. Il y a beaucoup de choses à faire. Tout à fait, tout à fait. Le plan climat, c'est très bien, mais de plus en plus, ce que nous avons fait les dernières années, on a travaillé fort, mais on a produit d'autres plans à partir du plan climat. Donc, la mise en œuvre qui se traduit en plan,
C'est peut-être une bonne ligne, mais c'est pas encore assez pour aller rendre ça vraiment réel dans la pratique sur terrain. Euh, je pense qu'on a parlé du tramway, mais j'avais envie quand même de border pour le centre-ville aussi de ces deux éléments-là, qui est l'hôpital qui s'en vient, le quartier général de la police et le tramway, encore une fois, on va y revenir. Comment vous voyez ces éléments-là revitaliser le centre-ville? Moi, je le vois comme des morceaux à la périphérie du centre-ville. J'inclurais aussi le quartier, le secteur de la Cité, qui est connecté au centre-ville par le Rapibus. Tout à fait. Et là, on va venir augmenter la connectivité d'Elmer avec le centre-ville aussi par le tramway, le plateau également. Donc, je pense que quand j'entends tous ces morceaux-là et j'y pense, c'est vraiment une planification globale. Je pense qu'en ce moment, on voit ça comme des morceaux qui gravitent, mais comment on les connecte, on a déjà parlé au début de connectivité. Oui, on a parlé de connectivité. Ouais. Qu'est-ce qu'un apporte à l'autre et vice-versa. Le centre-ville ne peut pas tout posséder dans son centre. Pas tout à fait. Donc, il faut pouvoir connecter ces éléments-là de façon fluide et de façon complémentaire. Et même, en le pensant, l'île de Hall est quand même très isolée. Là. Quand on pense à le centre-ville de Hall, le vieux Hall, Wrightville, qui est juste à côté, il y a quand même une très grande brisure par le quartier industriel qui se situe entre Montcalm et Montclair. Chez A4, avec le Lab A4, on a transposé une vision qui s'appelle Affluent, qui n'est pas complètement de notre innovation. Là. On s'inspirait d'une vision aussi présente dans le PPU, mais comme je le disais, parce que le PPU est tellement grand, je pense que cette vision-là, les gens l'ont oubliée ou l'ont écartée. Mais on parle vraiment de transformer un quartier à la périphérie, aux portes du centre-ville de Hall, pour qu'il soit complémentaire et que ces habitants-là viennent nourrir et animer le centre-ville. Donc, il ne faut pas voir le centre-ville comme quelque chose de fermé. Il faut le voir comme quelque chose d'ouvert. Et en ce moment, selon moi, il n'est pas assez ouvert, il n'est pas assez connecté à son environnement pour tous les modes, principalement, et la voiture en dernier, mais tous les autres modes de transport. Et plus que ça, et vraiment l'appartenance, la vue et tout. Donc, moi, c'est comme ça que je vois le projet du tramway. Je vois le projet de l'hôpital comme venant apporter encore une clientèle et des visiteurs de plus aux portes du centre-ville. Exact. Le QG de la police, c'est moins un pôle d'emploi ou un lieu qui supporte. Le QG va supporter toute la ville en entier. C'est pas un lieu touristique où qui amène les touristes. Donc, personnellement, moi, qu'il soit au centre-ville ou pas, là, j'ai pas trop d'opinion sur ça. Donc, je le vois moins comme un moteur là, au centre-ville, mais l'hôpital et le tramway, certainement, ce sont des moteurs pour le centre-ville. Parce que c'est vrai, ce que vous avez dit, il faut une connectivité absolument, et absolument, on va le répéter 1000 fois, mais en même temps, les années passées, on a déshabillé le centre-ville. C'est-à-dire, peut-être pas déshabillé, mais on n'a pas habillé, je devrais dire, parce que je ne vais pas dire qu'on a... Mais à un point, oui, on l'a déshabillé parce qu'on a pris un aréna, on l'a amené, et je n'ai rien contre l'Est, absolument, je reste là d'ailleurs. Donc, il y a des grands projets qui, de plus en plus, quittent le centre-ville, dont l'Arena, dont le futur complexe est dans l'Ouest, avec raison. Je ne suis pas en train de dire que ça n'a pas de sens, mais quand même, ça laisse un centre-ville qui est comme il est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui étiez, je pense, aussi dans le fameux mouvement pour l'hôpital? L'hôpital, oui. Ouais, pour l'hôpital. Je voudrais souligner le génie, là, la proposition qui a été faite par l'équipe de Sophie là, pour... quand même, c'est pas rien. Là. On va enlever un bout d'autoroute qui rentre dans un centre-ville. Les villes les projets qui marquent l'imaginaire au niveau international font ça. Enlever un bout d'autoroute, que ce soit comme à Barcelone ou à Séoul, à Boston, Montréal, c'est pas rien, ça, là, Dire on enlève un bout d'autoroute, en faire un boulevard urbain pour densifier puis avoir des êtres humains qui habitent. Fantastique. Il y a quelque chose qui est comme, qui mériterait, qui serait un wow. Par rapport à l'hôpital, qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier, là,
les gens qui vont être à l'hôpital, en fait, qu'est-ce qu'on doit viser par ce type de service-là? C'est le bonheur des gens. Puis c'est aussi le bonheur des gens qui vont y travailler. C'est une armée de gens qui vont travailler. C'est un poste d'emploi énorme. Fait que pour ces gens-là, devoir dépendre à la voiture, parce qu'il n'y aura pas de connexion dans les deux autres scénarios qu'on nous propose, c'est dramatique en termes de bonheur pour ces gens-là qui vont devoir dépendre d'une voiture puis d'un paiement de 15 000 $ par année pour aller travailler. Là. À un moment donné, ça n'a pas de sens là, pour les gens qui vont être dans le secteur des Hautes-Plaines, mais non, c'est pas banal, ça. Puis il faut voir, la proximité de la nature qu'il pourrait y avoir avec le parc du Lac-Lémy, pour les usagers. J'y pensais justement, oui. Il y a comme quelque chose là, où on doit aller vers ça. Ceci étant dit, le Renault... Le Home Depot? Non, le Renault Dépôt. Renault Dépôt, qui est juste en face, doit aussi être revu à un moment donné. Là. C'est pas normal d'avoir un si grand stationnement inoccupé à proximité d'un parc. Bref, il y a tout un réaménagement de ce secteur-là. L'arrivée de l'hôpital pourrait nous donner une perspective. On peut dire, hey, tu viens-tu à l'époque? Il y a quelque chose d'intéressant de reconstruire la ville sur la ville dans ce secteur-là. Puis il faut le faire dans une perspective pour les êtres humains. Encore une fois, un autre pôle de développement. On a beaucoup de projets qui sont quand même intéressants, mais on a parlé de mot concertation. Le mot concertation, on va le dire 1000 fois. Le mot connectivité est revenu parce que Gatineau, c'est pas Montréal. Donc, nos secteurs sont pas très difficiles à connecter ou même nos acteurs sont pas des millions pour dire que la concertation peut être difficile. Alors, ça prend aussi cette volonté-là de collaboration entre la municipalité, oui, les acteurs locaux, mais aussi nos gouvernements. Et cette concertation-là, jusqu'à maintenant, puis sur le centre-ville encore, je ne fais pas la politique. Comment est-ce que vous la voyez pour notre centre-ville avant qu'on passe à la dernière question pour terminer? Selon moi, la concertation vient aussi avec un volet éducatif. Je pense qu'on ne peut pas s'imaginer que tous les gens qui participent à un dialogue ont toutes les connaissances. Donc, je pense qu'en introduction, pour vraiment avoir un dialogue approfondi, éclairé, il faut avoir un volet éducatif. Il faut que chaque personne, au niveau de ses spécialités, qu'elle soit identifiée. Comme je disais, on n'a pas toutes les spécialités. Je ne suis pas écologiste, je ne suis pas biologiste. Donc, quand je vais participer à un projet où il y a ce volet-là, bien, je vais m'entourer de gens qui ont la spécialité requise. Comme Benoît l'a dit, il n'est pas architecte, donc sur une question, il était moins à l'aise de répondre. Même chose, moi, pour une question environnementale, il y a des éléments que je n'ai pas, mais qu'on reconnaisse nos forces et qu'on reconnaisse les éléments qu'on doit aller chercher. Donc, selon moi, dans la concertation, ça ne veut pas... Comment dire? Il faut reconnaître qu'on va en apprendre, qu'on n'a pas la vérité absolue et qu'il y a un dialogue qui va nourrir et qui va nourrir tout le monde dans la conversation parce que on le voit, le syndrome pas dans ma cour, NIMBY, de se consulter, de se concerter quand on s'en va vers des bons projets parfois qui sont annulés. Par peur de changement. Selon moi, c'est parce qu'on a omis ce volet-là éducatif. Pourquoi on s'en va vers tel projet et comment on peut l'améliorer. Donc, je pense que des fois, si socialement, le projet est bon, quand il y a beaucoup de professionnels qui disent que c'est un bon projet, ensuite, dans le détail et dans la mise en œuvre, là, oui, de dialoguer, l'améliorer, mais je pense que parfois, on ne peut pas... on ne peut pas payer le prix de bloquer des projets qui peuvent être bons pour la société. Là. Alors qu'entre autres, on dit qu'il y a une crise du logement, mais en même temps, on ne peut pas construire n'importe quoi, n'importe où. C'est ça, je ne dis pas de construire n'importe quoi. Non, c'est tout à fait, j'ai bien compris ce que vous disiez. Vous, messieurs Delage, comment vous voyez ça, cette relation entre les parties prenantes qui inclut les gouvernements, le public, en fait, moi, je vais l'appeler le PPP, là, partenariat public-privé, mais dans le sens concertation, pas dans le sens nécessairement participation. Moi, des consultations, là,
J'ai fait un peu le tour. Je le sens quand on veut vraiment avoir notre opinion ou quand on a juste coché une case. C'est évident, là, parce qu'on m'interpelle tout le temps. Faut le gars de l'environnement. Le gars de l'environnement, il arrive. Puis là, comme après quelques minutes, là, je fais comme, bon, OK. Non. Non. Regarde, ils veulent pas le savoir. Ils veulent pas entendre. Ils veulent juste pas, t'sais. Tandis que de la concertation, mais ça, c'est intéressant. Là, la concertation, c'est comme comment on peut assurer une implication puis à faire, tu sais, co-designer, travailler avec les gens pour que, tu sais, la solution, oui, ça va prendre peut-être plus de temps, OK? Mais ça va être compris. L'éducation va se faire là-dedans, tu sais, parce que dans la consultation, il y a un peu d'éducation, mais il n'y a pas d'adhésion. Il faut que les gens s'approprient les projets. Il faut que les gens puissent voir que, hey, there's something for me. Tu sais, il y a quelque chose là, que je m'approprie, je le fais, je veux même participer. Et c'est à ce moment-là que les gens vont pouvoir arrêter du pas dans ma cour, puis ils vont comprendre peut-être la nécessité d'avoir une plus grande gêne de dire non à des projets. Tu sais, il y a quelque chose de extrêmement triste quand on l'a vu, là, des projets de résidence de personnes âgées, du pas dans ma cour pour des écoles, une garderie. Hey, s'il vous plaît, c'est qui va changer tes couches quand tu fais de vieux, là? C'est vrai. Il y a quelque chose de complètement inhumain de vouloir... Et ça, cette petite coche de plus, là, là c'est le courage politique. C'est qu'à un moment donné, politiquement, il faut comme garde. C'est juste la bonne chose à faire. Une fois qu'on a fait les étapes de concertation, où il y a une adhésion, où le projet est mieux ficelé, puis ça, les promoteurs doivent jouer le jeu aussi, travailler avec les gens. Après ça, le politique doit décider. Puis les élus doivent prendre des décisions à un moment donné. Absolument. C'est vrai, ce qui fait mal à nos projets, je vais dire à l'arrivée de nos projets, c'est pas les projets eux-mêmes. Je pense que ce qui fait mal, c'est comment on les a partis. C'est quand même intéressant de voir souvent les gens qui vont dans les rues, une fois que le projet est déjà déterminé, on sait déjà où il va aller, puis on sait même combien on va payer, on sait même la couleur des matériaux. Et on annonce le projet et les gens sortent de leur rue, puis les élus que nous sommes surpris. Ça arrive souvent. Et on se pose la question, c'est le pas dans ma cour. Moi, je n'appelle pas ça le pas dans ma cour. Pas du tout. C'est parce qu'il y a une étape. Il y a une étape. Il y a plein d'étapes qu'on a sautées. Alors, c'est vraiment ça, la prise de décision. C'est aussi être conscient que cette chose-là appartient, et non à Olive, la décideur, mais plutôt à la communauté. Donc, j'ai compris ça. Et d'ailleurs, ça se passe comme dernier point qu'on aborde ensemble. Ça se passe d'ailleurs dans les relations. Sophie Lamotte en a déjà mentionné un peu, la relation entre le patrimoine et la densification et la démolition, la fameuse démolition. Nous, on participe de plus en plus comme dans les appels de démolition. Et je vais vous dire, personnellement, je ne me suis jamais sentie à l'aise dans cette cour-là, peut-être parce que je n'ai pas été formée comme avocate. Mais, qu'est-ce que vous en pensez pour notre centre-ville où c'est ça la réalité qu'on vit maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je vais évoquer la clause. Je ne suis pas architecte ni le patrimoine, c'est quelque chose que j'observe, mais je ne suis pas la bonne personne pour pouvoir avoir un jugement posé là-dessus. Sinon, on l'a vu dernièrement, dernièrement, il y a eu des cas de dossiers de démolition où c'est, selon toute apparence, le dernier rempart de certains citoyens pour bloquer des projets qui sont dans leur cours. Là, à ce moment-là, c'est à ce moment-là où je demande aux élus d'avoir un certain courage et de travailler dans la perspective des outils qu'ils se sont dotés, dont les plans d'urbanisme et les schémas d'aménagement. Oui, il y a
il y a des nouveaux outils pour protéger les bâtiments patrimoniaux, pour imposer des pénalités pour des bâtiments patrimoniaux négligés. Donc, selon moi, on va voir une différence dans les prochaines années. Parce que là, en mettant en place, vu que la loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet des pénalités plus grandes sur la négligence des bâtiments patrimoniaux. Encore une fois, on parle de courage. Il faut que ces pénalités-là soient établies par la Ville et qu'on puisse faire des suivis. Parce que on arrive souvent à démolir, avec raison, malheureusement, des bâtiments patrimoniaux qui ont été négligés et qui sont irrécupérables. Qui ont une vie limitée. Et donc, il faut à ce moment-là voir qu'est-ce qu'on aurait dû faire pour ne pas y arriver. Donc, c'est de l'entretien, c'est du financement, mais c'est aussi malheureusement des pénalités pour les bâtiments qui ne sont pas bien entretenus parce qu'on souhaite qu'ils soient abandonnés et détruits par le temps. Détruits eux-mêmes, Mais comme on l'a mentionné, il faut construire la ville sur la ville. On ne peut pas continuer à s'étaler comme on le fait en ce moment. Donc, certainement, ça va impliquer des démolitions. Certainement, ça va impliquer du changement dans nos quartiers. Donc là, c'est vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut protéger et qu'est-ce qu'on peut démolir ou qu'est-ce qu'on peut transformer, parce que la démolition, c'est pas la seule avenue. Il y a beaucoup de projets de transformation, de récupération, mais certainement, le patrimoine, si on continue comme on est parti à permettre la dégradation de nos bâtiments patrimoniaux, on va continuer de voir beaucoup de démolitions. Et j'ai entendu dans un de mes podcasts les gens qui suggéraient d'avoir même à penser à une taxe d'inoccupation de certains bâtiments qui, justement, dans ce sens-là, qui sont laissés pour être dégradés. Et de trouver une façon de montrer que, vous voyez, c'est ça qui va arriver. Le propriétaire qui se trouve dans un pays autre que Québec, que Canada ou que province autre que Québec, peut-être qu'il faut lui rappeler à travers ses façons de faire. Mais aussi, ce plan architectural-là, visionnaire pour chaque quartier, ce serait une idée intéressante, j'ai entendu ça aussi, parce que les quartiers du centre-ville ne se ressemblent pas, ils n'ont pas les mêmes enjeux, ils n'ont pas les mêmes défis de développement durable. Alors, c'est aussi ça, avoir une vision, oui, d'ensemble, mais qui est quand même une vision basée sur les réalités sectorielles. Alors, si je comprends bien. Alors, avez-vous quelque chose à ajouter sur le développement de notre centre-ville, la revitalisation de notre centre-ville pour qu'on puisse s'en émerveiller? Garder une place pour les citoyens qui y résident déjà. Tu sais, il faut tout faire attention là, pour s'assurer qu'on puisse garder, que les gens ne se sentent pas exclus ça me paraît extrêmement important. Sinon, tu sais, que ce soit pour le centre-ville, mais aussi pour tous les centres-villages, toute la question des services qu'il doit y avoir. Tu sais, c'est quoi qu'est-ce qu'on doit avoir? On parle beaucoup de la ville des 15 minutes. Un promoteur qui nous arrive, qui nous demande une dérogation pour construire en hauteur ou construire sans stationnement, bien, juste faire la preuve que les gens peuvent avoir les services aux 15 minutes. C'est la seule chose qu'ils devraient avoir à prouver. Les gens peuvent... Et si les services ne sont pas là, bien, organise-toi pour qu'ils puissent arriver, que les terrains soient réservés, que soyez des partenaires, une multitude de promoteurs ensemble pour s'assurer qu'on puisse travailler, qu'ils puissent avoir un usage pour les gens, pour leur bonheur. Un zonage humain et un zonage humain et qui pense à la mixité, mais aussi à un quartier 15 minutes. C'est ce que je retiens. Merci. Oui, bien, en parlant de zonage, je continuerai sur cette lancée-là. Selon moi, le zonage du centre-ville, en partie, on le pense comme une banlieue. Oui. Donc, on est une ville de banlieue, on ne se le cachera pas, mais est-ce que notre centre-ville doit être aménagé comme une banlieue? Non. Intéressant. Même chose pour les centres-villages, les cœurs de village. On devrait ne pas penser en mode banlieue parce que là, on a
des marges de recul. Là, je vais être très technique, là, mais on a des marges de recul d'1,5 mètre sur chaque côté. On a des dégagements très larges avec la rue. On a des impositions de stationnement, des limitations sur des usages. C'est vrai. Ça, c'est la banlieue, c'est le mode fonctionnel qu'on a eu dans le moment d'après-guerre. Mais là, on voit que la ville qu'on a créée aujourd'hui, c'est le résultat de cette vision-là fonctionnaliste où on sépare les usages et les fonctions entre elles. Et là, il faut revenir à un mode beaucoup plus organique qu'on avait avant, peut-être plus au Moyen Âge, à la Renaissance, dans le vieux continent, où tout était mélangé, la proximité des choses créait des centres plus dynamiques, plus conviviaux. OK, on n'aura peut-être pas la même proximité, là, mais on le voit juste dans le Vieux-Québec, la proximité des bâtiments entre eux. Et qu'est-ce qu'on fait quand on voyage à Québec? Bien, on s'en va visiter le Vieux-Québec. Ben oui. Parce que c'est agréable. Donc, comment on peut répéter ça, là, prendre les bons coups, ajouter un peu de verdissement à travers aussi. Donc, selon moi, il faut vraiment comme se défaire d'une vision banlieue pour nos cœur, pour notre cœur. Pourquoi pas un duplex ou un triplex et qu'il y a une pâtisserie à son rez-de-chaussée. Pourquoi pas des propriétaires qui se mettent ensemble pour construire une coopérative au lieu de démolir leur maison et les vendre à la grande densification. Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble pour faire des coopératives dans notre quartier? Je vous remercie beaucoup. Je remercie, chers Gatinois, je remercie Benoît Delage et Sophie Lamotte. Vous le savez, votre travail a été tout simplement une grande contribution pour notre ville Gatineau et surtout pour le centre-ville, parce que vous deux, vous faites ça, vos organisations font ça. Je vous remercie d'avoir partagé votre vision pour le centre-ville et continuez à travailler sur les projets qui font progresser notre centre-ville, parce que c'est le noyau de la cité. Si on n'a pas un centre-ville qui est notre fierté, on va peut-être à un moment donné avoir de la misère à être aussi fiers de nos quartiers. Évidemment, dans mon projet podcast, je vais continuer à attirer nos acteurs qui travaillent très fort pour revitaliser notre centre-ville et surtout pour que vous soyez fiers de ce centre-ville-là, que vous y veniez et surtout peut-être que vous veniez y vivre et surtout les jeunes, vous veniez prendre un verre dans un environnement très, très intéressant au lieu de traverser la frontière. Merci beaucoup et à très bientôt.